Bienvenue dans Un Ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'accueille Mehdi Kassi. Il est entrepreneur et gérant des ateliers en ville, un concept store qui offre café, art décoratif et ameublement sur Bruxelles. Il est aussi le fondateur d'Instawood, l'atelier et magasin de tirage photo sur bois recyclé basé sur des posts Insta mais pas que. Du haut de ses 32 ans, Mehdi a déjà 10 ans d'entrepreneuriat derrière lui. De comptable à Paris à restaurateur entrepreneur à Bruxelles, il en a parcouru du chemin. Je prends le temps l'espace d'une heure pour retracer son vécu dans son bel atelier rue Haute, depuis la banlieue parisienne à son départ inopiné sur Bruxelles à 21 ans. Dans ce podcast, on parle des difficultés à se lancer dans son projet, de l'impact de la crise sanitaire et sa gestion gouvernementale sur les petites et moyennes entreprises. On parle des réseaux sociaux et de l'importance de vendre son produit sur ces plateformes. Et on jase également du fait de recevoir Sophie Marceau et Marion Cotillard dans son café et de complètement friser devant leur commande. Un mix entre du rire et de l'inspiration, comme toujours, vous me connaissez. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à la chaîne YouTube Aubin et Zaghira. Subscribez également à la page Insta À Ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus, making-of et pour être au courant des dernières sorties. Surtout, likez et lâchez un commentaire sous l'épisode, ça ne vous coûte presque rien, mais ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bien, c'est lancé plus ou moins. Bienvenue, Mehdi. Merci. Dans À Ceux qui osent, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. Parce que ça faisait un petit temps que je pensais à inviter un entrepreneur, un gérant. Et il faut savoir, pour nos chers auditeurs, que donc, Mehdi est ce gérant de Instawood, qui est un magasin, un atelier de tirage photo et de tirage artistique en tout genre. On est actuellement dans son atelier, rue Haute. Il est canon. Merci. Et à chaque fois que je venais, je tapais des bars avec lui. On discutait pendant 30 minutes, une heure, entre deux clients. Je me posais contre sa machine, sa machine à tirer. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait trop que je l'amène. Je lui propose 2 micros et qu'on discute ensemble. Comment tu vas, Mehdi ? Ça va bien, merci. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Dis-moi, donc toi, on va un peu retracer ton parcours, mais où toi, t'as grandi en France ? Ouais. À Paris ? Ouais. En banlieue parisienne. Ouais, vas-y, dis-moi. À Pantin, exactement. Dans le 93, comment on dit là-bas. 93. 93, ouais. 93 500. Ok. Et ouais, bah... J'ai kiffé. J'ai des super souvenirs d'enfance et tout ça. Enfin, c'était chouette. On était qu'à genre une station de métro de Paris, quoi. Ok. Mais en vrai, c'était super loin. J'ai l'impression que c'est un peu tout ce que les Parigots disent un peu. Ouais. Enfin, quand ils viennent plutôt de banlieue, les banlieusards. Ouais. Ouais, mais c'est incroyable, hein, genre, t'y es en 5 minutes à pied, ouais. Mais il y a un monde de différence. Ouais, inconsciemment, t'as une frontière, je sais pas, et tu te dis, tu dois pas aller là-bas, ou quoi. Et je crois que j'ai découvert Paris à partir de 15-16 ans. Ok. Après, dès que j'ai découvert, je voulais plus revenir à Pantin, je crois. Ok. Ouais, j'ai même arrêté mes études en banlieue. J'ai voulu absolument aller étudier à Paris. Parce que il y a quand même une différence. C'est pas comme la Belgique, la France, tu vois. Ouais. Il y a des zones genre géographiques. Quand tu viens d'un tel quartier, bah, t'es obligé d'aller dans le lycée ou le collège de ce quartier. Et c'est chiant parfois parce que des fois le niveau il est pas suffisamment élevé et du coup t'as peut-être quelques portes qui sont fermées, tu vois. Ouais. Je crois que ça change maintenant. Bon, après j'avoue je regarde pas tout le temps, mais je pense que ça change. Mais clairement en fait c'est dommage quand tu te dis que t'es à 5 minutes de Paris et que quoi que enfin voilà, il y a allez, les très très intellos ou quoi, ils vont faire partie des 5 sélectionnés de banlieue pour aller intégrer les grandes écoles parisiennes, pour intégrer le quota, tu vois.
Mais en soi, t'as pas le choix. Tu vas dans ce lycée et voilà. Et t'étais quel genre d'élève en grandissant? Ouais. Un élève assidu? Un peu feignant, mais beaucoup de culture G. J'aimais bien quand même l'école. Moi, j'aimais beaucoup aussi bavarder, faire des blagues et tout ça. Mais non, franchement, ouais, l'école, ça m'a appris plein de trucs. Mais je pense que, ouais, j'avais ce petit côté feignant qui a fait que j'ai pas pu peut-être atteindre des objectifs plus intéressants. Allez, quoi. mais quand même, tu vois, dans le sens où t'as quand même... t'as fait, tu m'as dit que t'as fait éco-gestion, ouais, comptabilité. Ouais. Et ça, c'était quoi? C'est en école supérieure ou... Ouais, enfin, c'est une sorte... Ça s'appelle un BTS, tu vois. Ouais. Donc, en fait, en vrai, j'avais le choix après mon bac, soit d'intégrer une fac. J'ai fait un jour à la fac, j'ai vu comment c'était, je me suis dit, ça, c'est sûr, c'est pas pour moi. Parce qu'il faut prendre des notes. Donc, j'ai préféré suivre un cursus un peu plus scolaire, tu vois. Donc, j'ai fait un BTS. En soi, le BTS, c'est du supérieur, mais t'es dans un lycée. Donc, t'es avec des gars qui vont passer le bac. T'es aussi les gars qui sont en prépa, tu vois. Bon, ça, Ouais, c'est quand même un peu plus supérieur. Mais c'est encadré un peu plus. T'es dans une salle de classe, quoi. Il n'y a pas d'amphi. T'as des profs chaque heure. Peut-être que ça s'apparente chez nous à une sorte de haute école, quoi. Ouais, je sais pas, je connais pas bien le mais moi non belge. plus, c'est compliqué chez vous, je trouve. Ouais. Il y a une année de prépa, ça te prépare justement à la fac ou à l'unif. Ouais, moi j'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris. Enfin, j'ai vu mes potes qui étaient en prépa, je les voyais stressés. Non, ça c'est pas pour moi. Ouais, c'est vraiment la galère. Non, ouais, non, nous c'est un peu plus simple, tu fais 6 ans de secondaire et puis après, ouais. voilà. Mais j'ai cru comprendre ça. Parce que quand je suis arrivé en Belgique, j'ai côtoyé quelques jeunes comme moi. Et ouais, c'était des jeunes aussi un peu issus d'immigration et tout ça. Et quand ils me disaient qu'ils faisaient kiné, truc, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même, c'est bien. Ah, parce que tu vois, genre kiné, des trucs comme ça, en France, je crois qu'il faut. Après, j'ai peur de dire des bêtises, hein, mais je crois qu'il faut vraiment suivre un cursus, genre déjà faire un bac scientifique, ensuite ouais, aller à l'université médecine et tout ça, en fonction de ton résultat. Enfin, tu vois, c'est très sélectif. Ouais, c'est plus basé sur les concours, j'ai l'impression, ouais, en c'est France. ça. Alors que nous, en Belgique, c'est plus ouvert à tout le monde. L'écrémage va se faire plutôt dans les premières années, quoi. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus... parce que tu te rends compte que suite à ton milieu social, ouais, voilà, le fait que tu aies grandi dans une certaine... dans un certain milieu qui te pousse à étudier d'une certaine manière, etc., eh bien, tu réalises que voilà, on te facilite. Ah, c'est exactement c'est ça. la scolarité ou tes connaissances, ta culture, tu vois. C'est ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est un écrémage plus tacite, plus en soum, quoi. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que tu fais éco-gestion. C'est ça. BTS de éco-gestion compta. Ouais, je fais... Jusqu'à 21 ans. Ouais, non, en vrai, je crois que je me rappelle plus exactement. Je crois que j'ai arrêté à 19, 20. J'étais en deuxième année en fait de BTS à 19 ans, un truc comme ça, 19, 20 ans, je me souviens plus exactement de l'âge. Mais donc le BTS, chaque année, t'as un stage, tu vois. Et mon dernier stage, je l'ai fait dans un groupe agroalimentaire, Édouard Leclerc. Ok. C'est une sorte de. Attends, mais c'est le. Ouais, c'est. C'est Colruyt des Laides. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai travaillé au siège social, dans la comptabilité, au service compta. Et ouais, le feeling est plutôt bien passé avec les collègues du bureau, mon tuteur de stage et tout. Et je me rappelle, à une pause café, mon tuteur de stage, il me fait: bon, écoute, Mehdi, nous, on t'aime bien, tu taffes bien, ça fait déjà quelques mois là que t'es avec nous. Tu comptes faire quoi après ton BTS? Ok. Est-ce que tu veux continuer ou pas? Moi, j'avoue, dans ma tête, c'était soit je continue encore pour peut-être aller chercher genre expert comptable, le truc comme ça. Mais en vrai, comme je t'ai dit, j'aimais bien, mais en même temps, enfin, je voulais travailler, Ouais. Parce que l'école, ça commençait un peu à me gaver un peu, tu vois. Et clairement, il m'a proposé un salaire qui, pour moi, était intéressant. Et du coup, j'ai arrêté. Et et j'ai commencé à bosser là-bas. J'ai bossé là-bas et ouais, ça s'est plutôt bien passé.
Mais tu vois, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneur parce qu'en parallèle, je faisais des petits business à droite à gauche. Je vendais des t-shirts imprimés, je vendais enfin, pas mal de choses. Et à un moment donné, je regarde un peu mes collègues et je vois un peu leur parcours. Par exemple, mon tuteur de stage, il était arrivé dans la boîte à genre 23, 24 ans. Il en avait genre 38. Et je me dis, ouais, ça a l'air d'être un piège ici. Quand tu rentres, tu sors plus, tu vois. Et je m'imaginais pas continuer comme ça. Parce que vraiment, c'était des gens qui étaient là depuis grave longtemps. Il y avait très peu de nouveaux ou quoi, tu vois. Enfin, genre à l'instant, t'as eu une grosse peur, quoi. Tu t'es ouais, dit, en fait, je l'ai pas eu tout de suite, tu vois. C'est au bout de genre peut-être 6, 7, 8 mois de taf, tu vois. J'aimais bien le taf, il était vraiment chouette, hein. Tu rencontrais des gens, tu faisais des déplacements dans toute la France. Nous, en fait, on était on s'occupait des litiges entre les clients et les producteurs. Enfin, tu vois, quand tu achètes un produit, tu as souvent un numéro derrière si tu as un problème dans le paquet. Enfin, bref, c'était des histoires de fous, c'était drôle. Non, attends, ça veut dire que t'avais des clients qui venaient rouspéter. Ouais, qui appelaient ce numéro et qui disaient ouais, dans ce paquet de chips. Il y avait 3 chips manquants. Ouais, ou il y avait une souris, ou tu vois. Ça existe, ça. Ok. C'était ça. Plus intense quand même. Enfin, ça, c'était pas mon côté parce qu'il y a rien de comptable là-dedans. Mais tu vois, le côté gérer comptable. après le lot, le truc. Conséquences de ça, quoi. Ouais. Et enfin, bref, c'était drôle. Mais ouais, à un moment donné, je me suis. Ouais, je sais pas, j'ai eu un déclic dans le bureau, j'ai regardé un peu mes collègues, je les adorais, hein, tu vois. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec certains et tout, mais je me suis dit, ouais, non, je sens que je vais rester trop longtemps ici, parce qu'en vrai, c'est vrai, on était bien payés, mais moi, je voulais pas ça. T'avais besoin de quelque chose d'un peu plus inconfortable, mais qui fusionnait davantage avec ta passion. Ouais, c'est ça, peut-être un truc, prendre des risques, enfin, je sais pas. Et là, à ce moment-là, t'as quel âge? T'as 21 ans? Ouais, j'ai 21 ans, ouais, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, parce que je me souviens, c'est à ce moment-là, du coup, que mon départ en Belgique, il commençait à se préparer, tu vois. Parce que ce départ en Belgique, parlons-en, il est fou. Donc du coup, ta sœur, elle a des plugs en Belgique. J'ai une grande sœur qui est installée en Belgique depuis 2004. Elle a un commerce dans la rue Haute avec son mari. Et ils vendent des cuisines et salles de bain sur mesure, tu vois, en meubles, genre du tech et tout ça, enfin bref. Et en face de ce petit magasin, il y a un super grand magasin qui était un ancien magasin de meubles indiens. J'avoue, la première fois que je l'ai visité à 15 ans et que je suis rentré dans ce magasin, déjà je suis tombé genre in love de ce shop. Ouais. Pourtant, tu vois, j'en avais vu des shops à Paris et tout ça, mais j'avais jamais vu un aussi beau magasin. Il était trop bien agencé. C'était incroyable ce que la dame avait fait là-dedans. Et ouais, un jour, ma sœur, elle vient en France et elle nous fait ouais, il y a une proposition là. Il y a un gars qui a acheté un truc chez nous. C'est le proprio du shop en face et il veut qu'on se lance là-dedans. Et si ça vous tente, on pourrait faire peut-être un truc ou quoi. Elle parle du coup à mon petit frère, Yacine, et moi. J'avoue, on y réfléchit et tout. Voilà. Il y a notre beau-frère qui nous soumet l'idée. Écoutez les gars, Yacine, lui, il travaille au Starbucks sur les Champs-Élysées. Il a l'air de bien gérer ça. Il connaît pas mal les recettes et tout ça. Peut-être ouvrir un pôle café ou quoi. Tu vois, il nous met une petite graine dans la tête. On y réfléchit. Ça commence à germer. Ouais. Et du coup, moi, tous mes week-ends de l'année 2010, je venais en Belgique, du coup, pour commencer à faire les travaux ici avec mon frère, mon beau-frère et tout ça. On a fait genre 6-7 mois de travaux. Et on fait la grande ouverture en 2011, fin 2011. De l'atelier en ville. On ouvre le premier atelier en ville. Waouh, dingue. Ouais, c'était dingue. C'était fou. Une grosse dinguerie. 2011, à 22 ans. Ouais, 22 ans, mon frère 20 ans. On ouvre ça. Bon, bien aidé par ma sœur et mon beau-frère. Et peut-être expliquer aussi, tu vois, genre l'idée même d'un concept store.
Ouais. Tu vois, parce que c'était déjà à ce moment-là un concepteur ou pas? C'était juste Bah en encore... fait, il y a mon beau-frère et ma sœur du coup qui continuent leur activité de mobilier, tu vois. Bon, ils ont arrêté tout ce qui était cuisine, salle de bain, ils sont spécialisés dans les tables, les chaises. Là, par exemple, c'est une type de chaise que mon beau-frère fait, tu vois. Et, et en vrai, le concept, c'était juste un café dans un magasin de meubles. Ouais. Au tout début, c'était que ça. Le magasin était tellement grand en fait qu'on n'utilisait même pas tout l'espace. On avait décidé déjà d'utiliser que le rez-de-chaussée et de pas aller au-dessus pour le moment. Parce que franchement, je vais pas te mentir, on n'était pas prêts de toute façon. Financièrement, on n'avait rien encore. Et puis les idées, je pense qu'on les a eues tout de suite, tu vois, mais c'est surtout financièrement, tu vois, parce que le loyer quand même il est cher, c'est nouveau, il faut que ça prenne, tout ça. Ouais, du coup, au début, on a commencé comme ça, donc on a fait une carte, ce qui a joué en notre faveur dans le café, c'est qu'on est arrivé à une période où le café à Bruxelles, il n'était pas encore à la mode. Ouais. Tu vois, il y avait pas de Starbucks Coffee. Ok, ouais, c'est vrai que les Starbucks sont arrivés genre en 2012-2013. Ouais, j'allais dire le premier, il est arrivé à la gare centrale. Ouais, voilà. Tu vois, il n'y avait pas ça. Donc du coup, nous, mon frère, lui, il était malin. Il a clairement fait une carte à l'américaine. Très similaire. Tu vois, avec des caramel macchiato, des chai latte. Notre chai latte, les gens viennent spécialement pour le chai latte, tu vois. C'est la recette. Spécialité de Yacine. Spécialité de Yacine. et du coup, la carte un peu innovante et tout ça, le côté un peu grandiose du magasin. Je me rappelle les premières questions un peu bizarres. Moi, je comprenais pas. Les clients, quand ils venaient, c'est self-service. Votre cappuccino, est-ce qu'il a la crème chantilly ou à la mousse de lait? Pour moi, c'était des trucs un peu logiques, des trucs comme ça. Tu vois, il y a ce changement de culture aussi qui fait que, genre, libre-service, moi, je savais pas ce que c'était. Pour moi, un libre-service, c'est quand tu vas à la cantine, au réfectoire, t'as ton plateau et tu prends tes produits, tu vois. Et voilà, bref. Mais tout ça, il faut s'adapter, tu vois. Le 70-90 aussi, au début, a changé. C'était compliqué. Hein. Ouais. Plus facile, hein, on va pas se mentir. Parce que les 90 et 80 machins... Ok, là, c'est moi qui taille sur les... Ah, ouais, alors il fallait faire octante aussi. Ouais. Et donc, du coup, 2011, premier atelier en ville. Pour l'instant, c'est plus un café. Le côté magasin, il y est, mais il est plus réduit. Le côté meuble, il est très présent. Ouais. Il marche il marche plutôt bien. Ouais. Très présent. Parce que ce qui me fascine dans l'idée de ce qui m'a beaucoup plu, en plus avec tout ton entrepreneuriat et la gestion de tes projets, c'est qu'on sent l'univers un peu... En fait, c'est un univers, c'est ça. C'est le côté un peu boisé, confortable, cosy. On fait un café, en même temps on fait des tirages photos. C'est toute une ambiance, quoi. C'est pas seulement aller dans un magasin pour... Ouais. Ça, carrément, ce côté bois et tout ça, cosy, ça, c'est vraiment mon beau-frère, tu vois, lui, c'est incroyable aussi, un expert comptable qui vire complètement dans la décoration et tout ça. C'est vraiment lui qui nous a inculqué ça, tu vois, le travail du bois, le truc et tout. Mais c'était important pour toi, tu vois, dans tes projets, d'allier un petit peu, tu vois, ces deux facettes, le côté esthétique... beauté, confort, et en même temps, on veut quand même gagner, on veut quand même produire un truc... Ouais, bien sûr, c'est très très important. Mais comment en fait on est arrivé à continuer dans le bois, en fait, c'est tout bête. Il y avait tellement de panneaux de bois qui arrivaient pour les meubles, la menuiserie, parce qu'il y avait une menuiserie aussi dans l'arrière du magasin. Il y avait tellement de quantité de bois et tout ça qui était utilisé. Il y avait pas mal de chutes de bois aussi, tu vois. Donc des fois, pour éviter de jeter ou quoi, on faisait de la récup avec des morceaux. On faisait un lustre, on faisait pas mal de choses, tu vois. On voulait jeter le moins possible. Et clairement, c'est ce qui a fait que... Ouais, c'est comme ça aussi qu'est né au vrai Instawood aussi, tu vois. Par exemple, Instawood, pourquoi je l'ai appelé Instawood? En fait, Instawood, c'est les petits carrés 10 par 10 là
Et ça, en fait, mon beau-frère utilisait ces On sortes... va les décrire un peu Ouais. pour nos auditeurs, mais c'est des petits carrés, combien de centimètres sur combien Ouais, de c'est 10 centimètres cm sur 10 cm. Ouais, Ça ressemble à une sorte de sous-boc, tu vois. ouais, c'est ça, de- avec des lettres dessus. Ouais, c'est grave. C'est pas épais, ça fait que 3 mm d'épaisseur. Et en fait, ça, c'était utilisé pour caler les tables chez les clients, tu vois. Ah d'accord, ok. Parce qu'à Bruxelles, on connaît, des fois, il y a des parquets, ils sont pas trop ils sont pas trop droits. Donc, du coup, tu recales un peu ça. Et il y en avait tellement dans l'atelier que, je sais pas. Bah, il y avait ça, et un jour, cette machine arrive, tu vois, c'est pour mon beau-frère. Et il me montre un peu comment ça marche, je sais pas. T'es inspiré. Ouais, enfin, pas tout de suite, tu vois. Mais j'aimais beaucoup Instagram, tu vois. Et un jour, j'ai pris un 10-10 et j'ai imprimé une photo de mon Insta. J'ai trouvé ça lourd. Et j'ai fait, ah ouais, c'est super. Et j'ai commencé à décorer les murs de ma cafétéria, tu vois. Et j'avais même pas cet esprit de vendre le truc. Parce que tellement je trouvais ça beau, je me suis dit, non, ça va être pour décorer le magasin. Et j'avais même pas pensé à vendre ce truc, tu vois. Donc je prenais des images un peu partout trouvées sur le web. Beaucoup d'images en noir et blanc d'anciens acteurs ou quoi, tu vois. Et ouais, j'ai décoré le shop comme ça. Et pendant les rushs du week-end, je voyais les gens qui décrochaient ça et qui venaient payer ça au comptoir Mais non. du café. Donc ils prenaient leur Ouais. café et ils décrochaient ça en Ouais. mode genre, ah, je vais acheter ça Ouais, aussi. ils mettaient ça comme ça, mais tu vois, il n'y avait pas de prix. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était assez fréquent et tout ça. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, j'ai réfléchi et tout ça. J'ai commencé à faire un petit corner au fond du magasin avec la machine. J'ai sélectionné que 2 tailles au début, donc des 10-10, les petits là, et des 20-20, un tout petit peu plus grands. Et j'ai commencé à imprimer les photos des gens et quelques séries d'artistes, tu vois. C'était vraiment petite prod. J'ai mis un petit student, je lui ai appris à utiliser la machine et ouais. Mais t'as dû faire quand même l'investissement d'une machine ou la machine tu l'avais. En vrai, la machine, c'est mon beau-frère qui l'a acheté, la Ok, première ouais. machine. Mais il a acheté, en fait, Lui, il l'a acheté dans un autre. ouais, dans une autre but. optique Ouais. d'impression de trucs ou... Ouais, en fait, il a eu un gros contrat avec un cabinet d'architecture anversois pour refaire des chaises, enfin pour faire des chaises et des tables dans des réfectoires d'universités américaines. Et il fallait derrière chaque assise mettre le logo de l'université. Et il a commencé à faire un pochoir, tu vois. Ouais, les Anversois, ils avaient plutôt bien aimé l'idée. Et quand ils ont soumis ça aux Américains, les Américains, ils ont dit non, ça passe pas et tout. Tenez, dites à votre fabricant de faire avec ce type de machine. Et c'est eux qui nous ont montré la machine, quoi. Tu vois. D'accord. Et du coup, ok. la machine est venue pour ça. Mais une fois que toutes les chaises et les tables étaient faites, la machine, on l'a plus jamais utilisée. Enfin, il l'a débranché, mon frère, il l'a mis au grenier et Et toi, quand j'ai vu t'es amusé avec. ouais, comme un quand petit j'ai enfant, j'ai mis un peu de temps avant d'oser la toucher et tout ça, mais comme j'avais fait la formation, tu vois. Parce qu'on parle d'une machine qui vaut Ouais. quelques milliers d'euros, quoi. Ouais, ça. C'est pas. Ouais, c'est une machine qui vaut cher quand même. Et ben, c'est pour ça valait cher. Et je me suis dit, putain, merde, elle dort au grenier, tu vois. Et j'ai imprimé mon premier truc et le rendu était ouf. Comme je t'ai dit, impression des murs, les clients qui décrochent les impressions, qui viennent les payer alors qu'il n'y a même pas de prix. De là naît le premier corner, petit à petit ça monte et tout ça. Voilà, mais j'avais tellement de choses à faire encore dans le café. Après aussi il y a les vêtements qui sont arrivés. J'étais tellement occupé par plein d'activités que je me suis pas consacré en totalité au début à Instawood, tu vois. Ouais. D'abord au début ça s'appelait même pas Instawood, ça s'appelait Wall. Je sais pas pourquoi. Tu vois, dès que je créais un truc au début, je trouvais un nom. C'était pas mauvais, en vrai. C'était... Wall. Mes vêtements, c'était filles pour les nanas, garçons pour les hommes. Ça, je le faisais en partenariat avec un pote à moi de France. D'accord. Et voilà. Mais c'est déjà pas mal parce que là, donc en 2011, t'arrives ici, t'as 22 piges et tu fais... tu crées déjà, quoi. Tu crées
t'es un jeune entrepreneur avec ton ref. C'est ça. Et bien que Instawood reste un petit peu on the side, Ouais, tu vois, un peu ce truc que tu fais pour Ouais. le kiff, un peu sur le côté, c'est ça. tu vois quand même que ça prend. Ouais. Et plus tard, tu te dis, bon ben, Mais ça a mis du temps En fait, ça a mis du temps J'ai mis du temps à me dire, faut que je me concentre sur ça. En Mhm. vrai, là, aujourd'hui, j'avoue, je regrette un peu. allez, Ouais, je me dis, j'aurais dû arrêter mes autres activités beaucoup plus tôt et mettre toute mon énergie dans Instawood, tu vois. Bon, c'est jamais trop tard, tu vois. C'est parce jamais que, trop tard. Mais je me dis que... Parce que, ouais, toute l'énergie que j'ai mis en vrai, quand t'es... j'ai 32 ans, moi, aujourd'hui, maintenant. ça fait 10 ans que Ça je fait- travaille, que je ça stream. Ça fait 10 ans que je bosse comme un dingue et Oui. tout ça. Entre-temps, ouais, j'ai 2 enfants, tu mets pas autant d'énergie qu'avant, tu vois. Moi, de mes 22 à mes 27 ans, j'ai bossé comme un dingue. C'est pour ça que l'atelier en ville, on a tous bossé comme des dingues, mais c'est pour ça que l'atelier en ville, ça a cartonné. On a ouvert plusieurs shops, on en a... Enfin, les gens, ils C'est vrai aimaient que bien. du coup, c'est bon à dire, mais qu'il n'y en avait pas eu qu'un seul. Il y en a Ouais. eu du coup 3 qui. Il y en a eu 3. Il y a le premier qui a été qui était à la place Stéphanie. Ouais. Là À aussi, Bruxelles, hein. grande fierté, tu vois. Entreprise familiale sur place Stéphanie. Il y en a très peu, tu vois. C'est que des grosses enseignes, des grosses chaînes. Et ouais, on est content. Comment tu fais? Parce que là, ce qui me fascine avec ton profil, c'est que tu as commencé vachement jeune, mais au début, on va pas se mentir non plus, c'est beaucoup la galère. Ah, c'est la galère. Mais vraiment la galère. Ouais, c'est la Je me galère. dis, pendant combien de temps t'as galéré et comment t'as fait pour garder le cap en fait? En vrai, c'était surtout la galère. Moi, la galère, c'était pas réellement financière ou quoi. C'était plus. T'arrives à 22 ans dans une nouvelle ville. T'es tout seul avec ta grande sœur, ton petit frère. Voilà, tu connais qu'eux. Tu dois bosser pour que ton shop il marche. Donc, t'as pas réellement le temps de te faire des potes, des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est galère, ça. Tu Le rentres manque le soir. de sociabilité, Ouais. de Ouais. rencontres, alors que Ouais. t'as 22 piges, Ouais. quoi. T'as envie Ouais, de. je vois. Ouais, j'ai 22 piges, je vois mes premiers étudiants, il y en a, ils sont plus âgés que moi. Tu vois, ça aussi, c'est dur. Tes premiers étudiants, enfin, travailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, genre Ouais. job étudiant, quoi. Les premiers gars qui travaillent pour moi, ils sont plus âgés. Au début, tu vois, tu dis pas ton âge parce que tu veux garder C'est ça. pour ça que Tu vois t'as laissé pousser la bonne Ouais. barbe pendant longtemps. La barbe et tout, le côté mystérieux. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça qui fait que ouais, c'était galère surtout dans ce sens-là. Mais ouais, après un peu financièrement aussi parce que ça a pas pris tout de suite. Tu vois, au début c'était dur, surtout la semaine. Un quartier très difficile quand on arrivait à la rue Haute. Ouais, les marolles. C'était un peu ouais, c'était un peu en fin de vie parce que en fait c'est une rue où il y a plusieurs cycles. C'est ça qui est cool dans les Marolles. Elle peut être super hype, comme tout d'un coup à cause de 2-3 magasins qui ont fermé, elle peut redescendre dans les bas-fonds et il y a plus, tu vois, c'est très cyclique comme rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une des rues un peu. Elle est très. Tout le monde dit c'est une rue qui s'est gentrifiée. J'adore ce C'est mot. ouf. Gentrifiée. Et c'est gentrifié. C'est tellement de termes. Ouais. Genre, maintenant, c'est hyper bobo, Ouais. hipster. Ouais, d'ailleurs, il y en a Bruxelles. plein. Ils nous ont. Ils ont dit que c'était de notre faute. Ah ouais. Ouais, toutes les semaines, nos toilettes, elles étaient taguées. Bande de gentrificateurs. Rendez-nous notre quartier. Ouais. Et peut-être parce qu'il y a pas mal de fripes. Enfin, c'est un coin, quoi. C'est tout un truc. Ouais. Et on voit des gens très stylés. Bah non, Enfin, je sais mais pas. c'est une rue super connue. Elle est dans tous Aussi, les ouais. guides du routard. Ouais. Elle vit grâce au tourisme. Ouais. Donc, ouais. Tu vois, c'est. D'ailleurs, c'est fou. En ce moment-là, avec le Covid, tu le vois, que elle est clairement morte, la rue. Parce qu'il n'y a plus ces gens city trip, il n'y a plus ces. Ouais. Tu vois, c'est vraiment eux qui la font vivre, surtout en semaine. Tu vois. Les week-ends, t'as encore les Bruxellois qui descendent un peu dans ce quartier, ils flânent Exactement, dans les ouais. Marolles, le jeu de balle et tout ça. Mais clairement, ouais, c'est une rue assez, ouais,
avec mon frère, on rigole souvent, et ma sœur, on dit que c'est une rue un peu, je sais pas, elle est un peu, on l'aime mais on la déteste, tu vois. C'est un peu genre mon précieux dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a des jours, j'ai même pas envie de venir dans cette rue. Tu dépends d'elle, mais en même temps, tu te rends compte qu'elle est pas parfaite. C'est ça. Mais je l'aime bien quand même, tu l'aimes, vois. ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé encore un petit point de vente ici, tu vois. Mais clairement, clairement, je trouve qu'en tout cas, pour la première expérience, je pense qu'on est tombé dans la bonne rue, tu vois. Parce qu'il y a quand même du monde. Il y a des espaces, ils sont grands. Les espaces, ils sont grands, donc tu peux t'exprimer, tu vois. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir un grand espace à l'atelier. On a pu créer plusieurs corners, comme je t'ai dit. Et voilà. Et ouais, comme tu disais là pour la galère, il y a eu quand même, on va dire, 9 mois un peu de galère où tu te remets en question. Quand tu fais des caisses, au début, c'est dur parce que tu viens avec un produit un peu nouveau, le bagel, tu le vends à 5 euros, je crois, au début. Je crois au début, on le vendait à 5 euros, un truc comme ça. On le vendait pas. Parce que les gens dans le quartier. Ils étaient là, mais mec, fou. 5 euros. 5 balles. 5 euros, un pistolet. Ils me disaient 5 euros. Je vais au Lidl, je paye. Le Lidl n'existait pas encore. Ouais, tu vois. Mais au début, c'était dur. C'était dur, En semaine, on faisait des caisses, mais catastrophiques avec mon frère. Mon frère, il arrêtait pas de me dire mais putain, j'étais sur les Champs-Élysées, qu'est-ce que je suis venu faire, rue Haute ? Il me disait, je rencontrais du monde, je parlais avec mes clients et tout ça. Et il craquait. Ouais. Lui, il faut savoir que du coup, il était plus jeune, il avait 19 ans. Moi, j'ai craqué aussi un peu. J'avoue, pratiquement tous mes week-ends, du coup, je rentrais en France. J'avais ce besoin retrouver un petit peu l'entourage, les amis, jouer au foot, très important le foot. Foot du quartier, il fallait. C'était obligé. Et mais je peux comprendre un petit peu, tu sais, un peu le défaitisme qui te frappe un peu quand tu produis, quand tu crées quelque chose. Tu mets tellement de ton temps, de ton énergie, de tes moyens aussi, que ça représente énormément d'une part de toi, de qui t'es. Et quand tu vois que ça résonne pas encore avec les gens, mais que tu y crois encore profondément, ça blesse un petit peu et ça t'use et ça te démotive grandement, quoi. Et il te faut ces moments d'échappatoire ou ces moments où tu t'en discutes avec ton associé, ton ref. Non, c'est ça. Mais c'est très important, comme tu as dit, discuter. Nous, ce qui a fait clairement notre force, c'est le côté famille, tu vois. Ouais. J'allais dire, c'est quoi pour toi, tu vois, dans ton entourage professionnel, je me rends compte que tu es énormément entouré par ta famille, quoi. Ouais. Et certains diront que c'est se mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois qu'on dit que c'est un concept familial, tout le monde dit waouh, chapeau. Mais c'est compliqué de travailler avec sa famille ou quoi. Ouais, je vais pas te mentir, on s'est des fois disputé et tout ça. Mais c'est surtout disputé sur des décisions de taf ou des trucs comme ça. Jamais, enfin nous, il n'y a pas eu de problème d'argent ou de trucs comme ça. C'est clairement sur parce que moi j'ai envie de faire telle collection et c'est clairement sur des trucs des comme directions ça. En fait artistiques ou professionnelles dans le sein même de l'entreprise, quoi. C'est plus sur ça. Après, je pense ce qui a fait, c'est ça, hein, c'est le côté familial. C'est aussi la différence d'âge avec ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a 15 ans de plus que moi. Elle est très jeune dans sa tête, tu vois, avec mon beau-frère, ils sont encore très jeunes dans leur tête. Et ils sont à l'écoute, tu vois. Justement, ils sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Ils te recadrent s'ils voient qu'à un moment donné, avec leur expérience, ils voient que tu t'éparpilles un peu, tu vois. Ils vont te dire, non, là, fais attention à toi. On connaît, ça, c'est pas une... Voilà, tu vois, donc ils vont te conseiller ou quoi. Ça a clairement fait la force. Après, En fait, comme dans tout, ça a son lot de méandres et de positivité, quoi, de travailler avec sa MIF. Ouais. Je pense qu'il y a une facilité dans la compréhension, un peu plus d'indulgence et de tolérance. Ouais. Et en même temps... quand ça gueule fort. Ah, ça gueule fort. Fort. Ça gueule fort. On va pas se mentir. On essaye de faire quand il n'y a pas les employés, tu vois. Mais ça gueule fort. Ouais. Ça gueule fort.
Et dis-moi, donc du coup, après, donc, vous avez créé les ateliers en ville. Ouais. Et Instawood, en fait, en soi, il est venu beaucoup plus tard. Il est venu en 2018. Ouais, en 2018, j'ai décidé... C'est là que tu t'es dit, ok, il faut que je crée cette société. En 2018, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et je me suis dit, bon, l'Oreca, je vais arrêter. Parce qu'il faut savoir que l'Oreca, l'atelier en ville, c'était une grosse charge de travail. Les samedis, dimanches, c'était intense. C'était intense et même si tu as une bonne équipe ou quoi, tu peux pas te permettre de ne pas y passer. Tu vois, parce que tu dois donner des directives, des trucs, quoi. Et je voulais pas ça. C'était usant, tu avais besoin peut-être un peu plus de légèreté. Ouais. La charge mentale peut-être était grande. Parce que je voyais ma sœur, tu vois, qui, elle, avait des enfants un peu plus âgés. Elle a quand même sacrifié pas mal de ses week-ends pour s'occuper au business. Et quand tu vois ça, tu te dis, putain, c'est relou, elle pourrait être avec ses enfants et tout ça. Tu vois, donc des fois, tu lui dis, vas-y, prends tes jours off et tout ça. Mais en fait, c'est tellement gros le truc, là. En fait, on se rend pas compte en fait, de l'ampleur que ça a un gros magasin. Tout ça pour essayer de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et tout ça. Après, c'est ça, c'est notre taf, hein, mais... Ah là là, les méandres du succès. Mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, le succès, en vrai, à l'atelier en ville de la rue Haute, il est arrivé quand même assez vite. Ouais. Assez vite. En l'espace de combien de temps, tu dirais un tout petit peu moins d'1 an. En fait, on a eu un petit coup de bol. Je me rappelle, on faisait des... Tu vois, au début, on n'avait pas réellement d'étudiants qui bossaient avec nous, quoi. On était vraiment à 3 sur la cafette. Donc, mon petit frère, ma sœur et moi. Et on avait nos petits clients fidèles et tout ça, ils venaient parce qu'ils avaient découvert le bon plan de la carte et tout ça, et ils savaient que les gens ne connaissaient pas, donc ils venaient et tout ça. C'était assez chouette. Mais tu vois, on faisait pas des chiffres de dingue non plus. Et je me rappelle, c'était les vacances d'hiver. Ma sœur, elle part au ski. Et elle nous dit, bon les gars, est-ce que vous voulez qu'on prenne 2-3 extras pour gérer mon absence ou quoi? Nous, on a fait, ouais, non, t'inquiète, hein, ça va le faire. Sortir, ça va le faire. Et je sais pas pourquoi, pourtant on avait déjà fait une session de vacances, tu vois, où c'était mort, c'est pour ça qu'on avait dit, ouais, non, t'inquiète. Et premier samedi, genre il est 13h30 avec mon frère, on est 2, on doit gérer la salle, les commandes, la caisse, la plonge, c'était horrible. Infernal. Il y avait des tickets de partout, je m'en rappelle. On était... Enfin, moi, surtout moi, tu vois, mon frère, moi, je suis vite stressé quand j'ai du monde comme ça. Mais mon frère, lui, force tranquille. Force tranquille. Moi, je dis, Yacine, faut qu'on ferme le rideau, s'il te plaît. on se fout la honte, là. On est en train de s'afficher, là. Ça va pas. Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Quand on a fermé la caisse ce soir-là et qu'on a vu ça, on s'est fait, waouh, c'est incroyable. C'était incroyable. Et après, c'est parti. Il y a eu aussi un autre coup de pouce. Mais ça c'est lié à quoi ça? En fait, jusqu'aujourd'hui on sait pas. Je te dis la vérité, je crois que c'était les vacances. Et peut-être il y a pas mal de pourtant d'habitude les Belges ils aiment bien aller en vacances et tout ça, tu vois. Enfin, c'est ce que je constate. Je sais pas, il y a eu un afflux de clients. Et c'est resté dans leur tête. Et c'était quoi? C'était une clientèle plus jeune ou... Ouais, il y a eu une clientèle plus jeune, plus familiale aussi, tu vois. Okay. Après, c'est devenu un coin très très familial. Et après, ouais, le bouche à oreille, les gens ils ont dit, ouais, il y a un espace super grand. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que nous, on n'a jamais réellement embêté les clients qui venaient avec leurs enfants. Ouais, doucement. Nous, les enfants, ils couraient dans le magasin et tout ça. Donc les gens aussi se sentaient un peu à l'aise. Ils se sentaient comme chez eux, en fait. Il y a eu ça. C'est vrai que de base, on se sent très fort comme chez nous à chaque fois qu'on passe. Merci. Et le deuxième truc, c'est, je sais pas, un jour, il y a Marion Cotillard qui vient. Elle venait juste d'être primée, tu vois, aux États-Unis. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait quelqu'un du magazine Vif Weekend, tu vois, qui était là. Il a vu Marion Cotillard. Marion Cotillard, elle est venue parce qu'on avait un client qui... c'est un acteur belge, Jérémy Régnier, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Il venait très souvent, c'est un habitué, tu vois. Et je pense qu'ils faisaient un film ensemble et il l'a ramené dans ce coin de Bruxelles qui trouvait hype, tu vois. Ouais, dis-le.
Et du coup, comme il discutait souvent avec ma sœur, tu vois, il lui a présenté Marion et tout, et ils ont discuté pendant une longue après-midi, tu vois. Enfin, c'était... Marion et ta sœur? Ah ouais. Je t'ai dit, elle s'est sentie comme à la maison, tu vois. Vraiment, C'est grave pote. Ils sont restés dans la terrasse et tout, ils ont discuté et tout ça. Du coup, elle est restée très longtemps. Et ce qui était cool, c'est qu'elle elle était très abordable, tu vois. Les gens venaient lui parler, ça la dérangeait pas et tout ça. Et comment tu fais pour travailler, frérot, quand t'as Marion Cotillard qui est sur la terrasse? Mais après, il y en a eu d'autres. Encore. On va se faire une petite liste si tu veux en antenne. Donc après, tu vois, comme je t'ai dit, hein, tu vois, nous, quand on vend des bagels, on met une petite feuille sur nos bagels. Et du coup, cette feuille est devenue le papier, le livre d'or, tu vois, de l'atelier en ville. Les clients signaient sur leur feuille de bagels. Non, et quoi, il vous l'a donné? Ouais, il signait, il nous l'a donné. Il y en a eu plein. La première qui a fait ça, c'était Sophie Marceau. Sophie Marceau, ouais. C'est la première star qui est venue ici. D'accord. En pleine semaine, je me rappelle, je peux te dire encore sa commande si tu veux, carrément. J'étais choqué. Vas-y, c'est quoi comme commande? C'était un americano et une tarte fine à la rhubarbe. Ok. Et quand j'étais en train de bugger, elle rigolait parce que elle voyait que je buguais. T'as paniqué intérieurement. Ah ouais. T'as Sophie Marceau qui ouvre la porte. Attends, en plus, je suis un grand fan de Sophie Marceau. Ok. Non, mais voilà. Après, je t'ai dit, et le gars a fait un article sur le Beef Weekend. Et après ça, c'était incroyable. Après ça, c'était incroyable. Bon en avant. Hyper. Mais c'est incroyable. Et c'est là que tu te dis, putain, en fait, les médias, c'est important. On allait justement. Je voulais aussi te poser la question des médias parce que. Tu vois, Instawood, donc ça, tu crées la société en bonne et due forme suite au fait qu'il te fallait un peu lâcher du lest sur le côté restauration. Tu viens d'avoir ton deuxième enfant, tu veux sans doute t'offrir un petit peu... un peu plus de temps, tu vois. Plus de temps. Mais en vrai, ça marche pas trop. Tes week-ends sont toujours au centre busy. Ouais, en ce moment surtout. Non, mais je fais ça du coup pour être un peu plus free. Surtout m'occuper que d'une activité. Surtout ça aussi, parce que être multitâche, c'est bien, mais c'est très usant. Et du coup, je me consacre à fond sur Instawood. Je développe de nouveaux produits. Je fais un site internet. Je crée pas encore de page Insta, parce qu'en soi, mes magasins, ils marchent sans... Pourtant, ça s'appelle Instawood, hein, c'est dingue. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais comme je t'ai dit, j'avais pas encore... je crois que j'avais conscience de l'ampleur d'Instagram, mais pas encore. Je pense que je me... T'avais la flemme. Ouais. Mais moi, j'ai souvent la flemme, tu vois. Genre, des fois, je vais... Team procrastinateur ici. Ouais. Ah, mec, tellement. Je suis la même que toi. Ah, mais moi, des rêves plein les yeux, mais... Genre, j'ai un produit, la Lightbox. Je l'ai faite en... C'est l'un des premiers produits que j'ai prototypé, tu vois, en 2012. Je crois que je l'ai sorti qu'en 2016 ou en 2017. et quand, dès que je l'ai sorti, il marchait super bien, tu vois. Non, mais il faut être indulgent avec soi, il faut du temps pour que ça mature, tu sais, c'est ça en fait l'excuse. Ouais, je sais pas. Ouais, des fois, trop de temps. Ouais, ça va pas. Mais donc, du coup, tu crées Instawood et ta femme peut-être te dit vas-y, il faut qu'on fasse une page Insta ou toi-même tu la crées. Et alors, la page Insta, je la crée déjà tout seul. Mais clairement Insta, ça... J'ai commencé à miser dessus depuis la crise Covid là. Parce que du coup les magasins ils sont fermés. Au final c'est ton gagne-pain, tu vois. Même si t'as ton site internet, si personne te connaît, tu vois, tu vas rien vendre. Pourtant mon site j'estime qu'il est plutôt bien fait et tout ça, mais voilà, il faut qu'il y ait du monde qui tombe dessus. Il faut que tu sois référencé. Ouais, instawood.com. On va faire la pub. Ouais, je mettrai un petit code promo. Lien en description. Ouais. Non, mais du coup, on décide de booster Insta, d'arrêter de faire un post genre tous les X mois, essayer d'en faire au moins. Pendant un moment, on en faisait un par jour. Je vais pas te mentir, c'est du taf. C'est quand même. C'est quand même dur quand t'as pas une équipe ou quoi. Donc maintenant j'essaye d'en faire 2-3 par semaine. Mais ça porte quand même bien ses fruits, tu vois. En l'espace d'un an, je crois que j'ai
J'ai gagné facilement 17, entre 15 et 16 000 personnes, tu vois. C'est ouf. Et t'as un ratio de quoi? 150, tu m'as dit 100, 100, En ce moment, là, ouais, je suis 150, sur 100, 150 par jour. par jour. Ouais. C'est ouf. Ouais. Et- Après, je sponsorise aussi, hein, tu vois. Ouais. Faut pas se mentir, parce qu'il y a des Il faut histoires aussi. d'algorithmes et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et Instagram, c'est devenu difficile. Hein. c'est ça, c'est devenu difficile. Mais l'impact des réseaux, tu vois, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, toi-même, tu t'es rendu compte combien c'est une part importante, voire majeure, essentielle de l'atelier Instawood, quoi. Ouais, Là, dans le sens où, ouais, aujourd'hui, avec le Covid, les Ouais. magasins sont obligés d'être fermés. ouais. Et tout se passe Si tu via veux, le net. si tu veux rester dans la tête des gens, il faut que tu déplaces ta vitrine sur les réseaux, Ouais. il faut que tu montes ton produit, c'est super important et j'estime que je suis encore je suis très nul encore sur les réseaux. Je connais rien du tout en vrai, mais moi j'aime bien Insta pour son côté photo, belles photos avec des filtres, tu vois, souvenirs de vacances, un peu mentir sur sa vie, tu vois, tu vois, c'est beaucoup de ça aussi. Ouais. Mais, Fenêtre sur sa vie, finalement. mais en vrai, c'est très très commercial. Mhm. C'est très très commercial. Et d'ailleurs, je pense que les gens, ils ont pu le constater, hein, depuis le confinement, tous les posts sponsorisés qu'il y a sur les fils d'actualité ou quoi, Bien sûr. c'est hallucinant. Je pense qu'ils ont très très bien, bien Instagram, marché. ils sont devenus très Ouais. forts hein, Ouais. dans tout. Ouais. Mais après, tu vois, certes, c'est un service en soi, c'est plus un service gratuit, pour moi, Insta. Mhm. C'est devenu un service payant. Mais ça me rapporte de la visibilité, clairement. Ça me fait faire des commandes. C'est super important, tu vois. Alors après, j'avoue, moi, j'ai pas une communauté belge, tu vois. C'est beaucoup une communauté étrangère. Parce que, ouais, c'est un choix après. C'est un choix. Parce que je me dis qu'ici, on a un shop physique, tu vois, pour les Belges. De temps en temps, je fais un petit post pour les Belges, mais sinon, j'essaye vraiment de prôner un public un peu. Plus large, ouais, plus plus large. diversifié. Ouais, plus européen, même, voire un peu international. Mais Donc, du coup, tu parles anglais dans tes posts et tout. de temps en temps, ouais. Ouais. Pourtant, je suis une quiche en anglais, tu vois. Ça, c'est mon côté français. J'allais dire, je voulais pas te tailler. Ça, c'est sans doute toi. Tiens, j'ai une autre question à te poser. Mais tu vois, aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant, à ce jour, qu'on vit une crise majeure. Ouais. Et ouais, et j'imagine que ça t'a impacté beaucoup. Énormément. Hein, Énormément. les ateliers en ville, bah, c'est en grande partie aussi. Bah, de déjà, les restauration. ateliers en ville, C'était die. c'est quasiment die. Et Notre puis, premier magasin, on l'a fermé pendant les premiers mois du confinement, parce que les loyers, ils sont excessivement chers. Les mesures prises, elles sont quasi inexistantes. Les mesures gouvernementales d'aide, tu veux dire, de Ouais. soutien. Ouais, ça, de soutien, c'est pas suffisamment clair, tu vois. On est aidé un peu à la même échelle alors qu'on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes moyens de développement, on n'a pas, enfin. À la même échelle que quoi? Tu peux pas, par exemple, je prends l'exemple de l'atelier en ville, tu vois. Avant la crise Covid, il y a 5 unités d'établissement. Sur les 5, il y a 4 gros loyers. Voilà, si tu prends la totalité de tes loyers, t'es presque à 40 000 € de loyer mensuel, tu vois. C'est simple, quand tu peux pas accueillir tes clients. Il faut savoir aussi que l'atelier en ville, le poumon des ateliers en ville, c'est la partie Horeca. Donc le café amène le monde. Ce monde va consommer dans les autres pôles, chez Instawood, chez Bulk Edition, donc les meubles, chez les vêtements filles, garçons, tu vois. Si t'as pas les gens du café, ton magasin, il va marcher, mais il va pas marcher comme il doit marcher, tu vois. Donc, d'office, t'as une baisse de chiffre d'affaires. À partir de ce moment-là,
tu peux avoir du mal à payer tes loyers, tu vois, à respecter tes engagements. Mais c'est pas ça. Si encore on pouvait ouvrir tous les magasins, ça irait encore, mais pendant un moment, on n'a pas pu ouvrir. Enfin, voilà, des commerces non essentiels, on est clairement commerce non essentiel, tu vois, on vend pas de bouffe, on vend pas de trucs. Et ouais, non, moi je suis un peu triste dans la gestion de cette crise. Après, je me dis que c'est mondial, c'est inédit, ces trucs, d'accord, mais là ça fait quand même un an. Un an et plus. Il y a plus rien d'inédit. Tu penses, d'après toi, tu te dis que la gestion les mesures auraient pu être mieux gérées par le gouvernement belge dans l'aide et soutien des PME, quoi, ou des PME et des restaurants de l'Horeca, en fait. De l'Horeca, enfin voilà, l'Horeca là, s'est fermé depuis octobre dernier. Ça fait plus de 6 mois, tu vois. Ça fait plus de 6 mois, il n'y a pas eu d'aide. Ça fait plus de 3 mois qu'on nous parle d'une super aide qui s'appelle Tetra. Ils en parlent comme si ça allait être l'aide du siècle ou un truc comme ça. En fait, moi je pense, hein, ils ont mis autant de temps à mettre en place cette aide parce que voilà, ils ont fait déjà tous leurs calculs au préalable. Ils savent déjà, en 6 mois déjà, il y en a plein, malheureusement, ils n'ont pas pu encore tenir, tu vois. Donc, ils sont out, tu vois. Ok, donc déjà, ceux-là, on les aide pas. Déjà, c'est bien. Il y a une partie qu'on n'aide pas. Ensuite, il y a ceux qui, malgré ça, continuent à injecter de l'argent personnel et tout ça pour survivre, tu vois. Parce qu'ils se disent au bout, t'inquiète, il y aura une aide d'État et tout. Donc, ça va, normalement. Ils en parlent comme si ça allait être un truc de ouf. Donc, voilà. Donc, il y a ceux qui ont continué à injecter leur argent. Donc, ils sont encore là à essayer de survivre. T'as ceux qui clairement sont fermés, mais ils ne sont pas trop impactés parce que leurs charges, elles sont pas si élevées que ça. Ils avaient une bonne trésorerie, tu vois, enfin bref. Et là, ouais, clairement, la prime Tetra là, qu'ils ont mis en place, mais c'est ridicule. C'est une honte, c'est un manque de respect. Ils savent très bien que dans le monde de l'Horeca, quand t'es une PME, hein, je te parle pas des grandes chaînes comme les McDo, Quick et tout ça, même si eux aussi ont beaucoup d'étudiants, tu vois. Dans l'Horeca, t'as énormément d'étudiants. C'est très rare d'avoir des temps pleins, tu vois. À titre d'exemple, nous à l'atelier en ville, sur les 5 points de vente, il y avait peut-être 6-7 temps pleins max, tu vois. Mais tout le reste, c'était des students. Les students, ils sont très importants pour l'atelier en ville, tu vois. Eux aussi, ils ont été oubliés, ils n'ont pas été aidés. Et là, clairement, la prime Tetra, en fait, elle va aider ceux qui ont le plus de temps plein. Ceux qui ont le plus de temps plein, malheureusement, c'est pas les PME. Ce sera les exquis, ce sera les pincottes. Et clairement, en fait, toi, tu vas te retrouver avec une prime comme tu as fait 60% de chiffre d'affaires ou 40%, ça dépend. C'est une prime entre 6 000 et 8 000 et des euros. Et ça, c'est une fois par unité d'établissement. Pour 6 mois de fermeture, pour 13 mois de galère. C'est clairement un manque de respect. Quand tu vois, quoi. Ouais, moi je prends exemple sur la France, tu vois, parce que voilà, c'est mon pays d'origine. J'adore les Français, ils se plaignent et tout ça, mais à l'heure actuelle, moi mes potes qui ont des commerces Horeca à Paris, ils ont 10 000 euros qui tombent sur leur compte mensuellement. Même si ça arrive pas le premier du mois ou quoi, ils ont cette aide-là, tu vois, pour aider leur commerce. Nous ici, à part un droit passerelle qui t'est entre guillemets imposé, parce qu'il est imposé en vrai, tu peux pas dire non, je suis soutien de famille, j'ai pas envie de gagner 3200 euros, mais s'il te plaît, mets-moi 1600 euros et mets le reste par exemple dans ma société ou quoi. Non, enfin je sais pas, c'est très mal aidé. Il y avait on sent un petit peu laissé pour compte. Ouais. Tu vois, allez, gérez vos galères, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et puis quand tu vois leur prise, quand tu vois leur interview à la télé là pour donner leurs décisions, on a décidé de ne rien décider. C'est très belge ça finalement. Ouais, c'est incroyable. Tu écoutes. On se réunit pendant une semaine et demie pour dire en fait on va rien faire. C'est ça. Plus ou moins. Bon, après en France aussi, c'est incroyable. Il y a des trucs incroyables. J'ai vu le Premier ministre dire que
on attrape moins le Covid dehors qu'à l'intérieur, porte fermée. Ouais, ça va, on n'est pas stupide, on le sait. Ça. Merci. Non, mais clairement, moi, il y a des mesures simples qui auraient dû être prises. Par exemple, au lieu de dire pour les loyers, vous voyez avec vos propriétaires. Non, l'État, tout le monde écoute l'État. L'État dit ok, les propriétaires, vous ne pouvez pas réclamer les loyers de vos locataires, vos locataires pendant les périodes de confinement et tout ça, pendant les périodes de fermeture obligatoire. C'est vrai. En contrepartie, si vous avez un crédit et que vous avez besoin de cet argent pour ce crédit, on gèle le crédit, on s'arrange avec les banques et tout ça, tu vois. Il y a moyen de faire plusieurs trucs. Là, en fait, on est ça met en rogne, hein, parce que ça attaque... Parce que nous, clairement... sentiment de justice ou ouais. Là, il y a 10 ans de taf qui se sont envolés, quoi. Qui se sont envolés. Parce que c'est impossible de garder les 5 établissements. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Il y a des institutions à Bruxelles là, qui vont disparaître. Et c'est triste. Sachant que Bruxelles, quand même, c'est quand même une ville de l'Horeca, moi, je trouve. Enfin, surtout de plus en plus. Il y a... Ouais, en 10 ans, tu vois l'évolution des concepts de bars, cafés, restaurants. C'est incroyable. C'est incroyable. Il manquait plein de choses à Bruxelles il y a 10 ans. Ils ont rattrapé vite leur retard, tu vois, avec des concepts très innovants. Enfin, il y en a plein. Et je sais que je suis en contact avec des gens de la restauration et tout ça. Bah, ça va mal. Hein. Des trucs qui cartonnaient, qui ne vont même pas rouvrir, tu vois. Et ça fout les boules. Ça fout les boules parce que on est abandonné en fait. Cette sensation d'abandon, elle est fort présente, tu vois. Et tu sais rien faire. Et c'est ça qui est décourageant. Ouais, tes pieds et poings liés, tu te dis, bon bah voilà, on attend que ça passe et on fait vaille que vaille. Ouais. On essaie de garder la tête hors de l'eau, quoi. Bah moi, tu vois, la solution pour ça, quand je discute avec ma sœur, mon frère, mon beau-frère et tout ça, bah, nous, on se dit, c'est pas de notre faute de toute façon. On peut rien y faire. Donc, en soi, nous, notre taf, on l'a fait. On avait des magasins, ils tournaient plutôt bien. On a donné du bonheur aux gens, tu vois. On a accueilli énormément de clients et tout. Et ouais. D'ailleurs, quand j'ai pu ouvrir le petit magasin, là, Instaboud, ici, rue Haute, j'avais l'impression d'être un peu une sorte de psychologue des clients. Ouais. C'est incroyable. Oh, mais vous avez fermé, mais pourquoi ? Et j'avais tendance à répéter tout le temps la même... Mais j'ai l'impression qu'en venant ici, il y a tellement une ambiance chaleureuse et de soutien et je suis venu parce que, pour ceux qui nous écoutent, les pancartes qui sont en arrière-fond à peu près sérieux sont évidemment faites chez Mehdi, chez Instawood. Donc du coup, si jamais vous voulez les mêmes, hein, vous savez où les chercher. Mais donc, je suis venu même plusieurs fois, même pour des cadeaux perso pour des copains. Et c'est toujours un moment... on serre les coudes presque. On se dit, voilà, on va essayer de garder la tête toute c'est ça. hors de l'eau, tous ensemble. Et voilà. On arrive tout doucement à la fin de l'interview, mon bon Mehdi. J'ai encore 2-3 questions à te poser. Ouais. Voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu travailles, que tu t'as entrepris. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui veulent faire comme toi, qui veulent entreprendre, qui sont au début de la vingtaine, Est-ce que tu as un conseil à leur transmettre ? Vas-y. Un conseil, déjà, il faut pas se dire « Ouais, non, c'est compliqué, c'est pas possible, je suis trop jeune » et tout ça. Ça, c'est les premiers trucs que je me suis dit, tu vois. Ça va pas le faire, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et tout ça. C'est faux. En fait, si t'as une bonne idée, tu peux la faire. Et ce qui est bien en Belgique, c'est qu'en plus, c'est assez free, moi, je trouve. Il n'y a pas ce blocage comme tu peux l'avoir dans d'autres pays européens ou quoi. Enfin, je trouve que c'est un système un peu plus à l'américaine, tu vois. T'as une idée. Moi, je me rappelle mon banquier, ce qu'il m'avait dit. Ouais, t'inquiète, tu peux le faire. Mais si ça marche pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vois, ça, c'était incroyable. Ça, c'était une phrase... superbe révélation. Ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Parce que moi, j'étais parti voir mon banquier pour un truc en France. Il fait, non, malheureusement... ça va pas le faire. Hein.
c'est un peu has-been, tout ça. Ok, d'accord. Non, il faut... moi, je pense qu'il faut croire en ses rêves, en ses capacités. Il faut juste être conscient que ça va pas être simple, qu'il y a beaucoup de paperasse. En fait, au début, tu vas kiffer parce que tu ouvres ton commerce, ton truc. Enfin, ça peut être aussi une petite start-up ou un truc. Enfin, t'es pas obligé d'avoir un magasin. Mais il faut se dire qu'à un moment donné, la paperasse, elle te rattrape. Et que c'est une charge très importante. Et il faut être prêt pour ça. Il faut comprendre les documents, il faut savoir à qui s'adresser. Donc il faut quand même avoir des bases un peu en gestion quand même qui sont là. Et mais clairement, moi je pense qu'aujourd'hui c'est être indépendant, c'est le top. C'est beaucoup, ça vient avec beaucoup de lots de problèmes, on va dire, de questionnement, de gestion de soi-même par rapport à son projet. Mais en fait, c'est le prix, j'ai l'impression, de la liberté. C'est avec la liberté vient la responsabilité et ça vient avec le côté bien chiant de l'administratif. Mais voilà, au moins ça te permet d'être libre, quoi. C'est ça. Si tu veux partir un mois en vacances, bah voilà, tu pars un mois en vacances, tu dis fermé. Et voilà. Tu dirais donc que c'est ça un peu ton rapport avec le fait d'oser? C'est simplement ose, quoi. Ouais, ose. N'aie pas peur d'entreprendre. Ouais, ose. Parce que faut pas croire que tout marche. Il y a toujours des échecs. Moi, par exemple, dans tout ce que j'ai fait, je me suis clairement planté à un moment donné dans mes collections de vêtements, tu vois. J'ai pas su prendre le virage de la fripe. La fripe, clairement, a tué mon concept de vêtements. Moi, mes vêtements marchaient de dingue. Il y a eu énormément de friperies qui ont commencé à ouvrir dans le quartier. Et j'ai commencé à en vendre de moins en moins. Internet aussi, les Vinted, les trucs comme ça. Tu vois, à la fin, par exemple, mon showroom de vêtements, mon magasin, t'as vu, j'ai dit showroom. Mon magasin de vêtements, c'est devenu un showroom, en fait. Les gens, ils connaissaient la marque, ils venaient essayer si c'était le L ou si c'était le M, et après, ils surfaient sur le web pour surfer sur le web. Quel mot. On est back in the 90s. Ils regardaient sur Internet. Surfer sur le web. C'est parce que j'ai regardé un truc hier, ça va. Un reportage, ça. Ils regardent la référence du coup sur Internet et ils vont aller sur le site qui le propose le moins cher, quoi. Ah, wow. Tu vois, à la fin c'était ça. À la fin je me mangeais toutes mes trucs. Voilà, ça c'est essayer de persévérer dans un truc que je kiffais, le vêtement. Et ça un échec, tu vois. Donc des échecs il y en a, mais il faut se dire que si t'as ça en toi, si t'as ce côté entrepreneur ou quoi, tu vas toujours rebondir. Il y a toujours une idée qui va faire que ça va marcher. Tu vois, il faut avoir ces petites idées, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, mon bon Mehdi? Bah écoute, que je puisse continuer mon activité Instawood déjà. Récupérer un peu mon parc machine, parce que là il est un peu éparpillé à droite à gauche. Avoir un plus grand local pour pouvoir faire mon atelier. Mais tout ça, j'attends que la fin de la crise Covid arrive, tu vois, parce que c'est un peu fou là d'aller à l'aveugle. Parce que là, c'est clairement à l'aveugle. Hein. Faut pas trop prendre de risques là. Faut oser, mais pas trop, tu vois. Ose, mais genre doucement, tu vois. Attends un peu. Non, mais ouais, qu'Instawood devienne une bonne petite marque référente pour tout ce qui est décoration murale et tout ça, que je puisse continuer, quoi, c'est tout. Enfin, moi c'est ça, développer encore mon site internet. Moi je souhaite développer des franchises, tu vois, Instawood. Je pense que ça je peux le faire et voilà, quoi. Mais merci Mehdi. Où est-ce que je peux diriger les gens vers ton travail, tes projets, sur ton site internet instawood.com. Sur mon site internet instawood.com ou sur mon Insta, il est assez chouette si les gens aiment bien. Underscore à la place du i et puis Instawood. Ouais. C'est simple que ça. Ouais.
Je Et- mettrai de toute manière les liens dans la Ouais. description. Ouais. Comme ça. Et venez et dites-moi que vous venez de la part d'Aubin, vous aurez un Ah, cadeau. bah oui. Oh, yes, évidemment. Mais merci, vraiment, c'était vraiment sympa ce petit moment avec toi, Mehdi. Merci à toi. On se revoit de toute façon. Ah très ouais, bientôt, d'office, on hein, se d'office. sait. Et puis si vous en avez pas eu assez, mes chers auditeurs, avec les à ceux qui osent, eh bien je vous invite à aller checker les à peu près sérieux. Voilà, c'est le côté un peu plus visuel déjà, puisque c'est disponible sur YouTube avec un fond très, très joli, avec ces belles pancartes à ceux qui osent et à peu près sérieux, faites par Mehdi. Et puis, sur ce, on se dit à très vite pour de plus amples aventures. À bientôt. Ciao, ciao, Mehdi. Salut.